Écoute, l'épidémiologie, si, même si les chiffres sont assez bien codifiés dans les pays développés, chez nous, ça reste quand même voilà, des choses qui ne sont pas très, très claires. On sait que c'est la troisième cause de mortalité chez les enfants de moins de 1 an. Et, voilà. Et c'est le premier rang des décès accidentels si l'enfant a plus de 1 an. Et les lésions primaires, c'est-à-dire les lésions qui sont liées au choc, sont responsables de la moitié des décès. Il est important de revoir un peu les particularités, en tout cas, qui font que les traumatismes peuvent être vécus de façon différente par rapport à l'adulte. Il y a surtout des caractéristiques anatomiques. Et la caractéristique peut-être la plus importante reste liée au fait que le volume crânien, en tout cas relatif par rapport au volume du reste du corps, est beaucoup plus important chez l'enfant que chez l'adulte. Et ça a des connotations importantes. D'abord, la première, c'est sur le plan biomécanique. Quand il y a une décélération brutale, puisque le corps a une masse beaucoup plus importante comparé au reste du corps, le mouvement de la tête est beaucoup plus important. Du coup, les lésions de décélération auront des conséquences beaucoup plus importantes chez les enfants que chez les adultes. D'autant plus que la musculature du cou est plus faible chez les enfants. Donc, ces enfants sont beaucoup plus exposés aux accidents de décélération. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de lésions péricérébrales, notamment qu'on ne comprenait pas il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est clairement expliqué. Ça explique également la physiopathologie qu'on appelle le shaken baby syndrome, le syndrome de l'enfance secouée. Le fait que le cerveau de l'enfant vient taper violemment contre en tout cas les reliefs de la voûte endocrânienne et entraîner les lésions qui sont caractéristiques au scanner. Il y a également les caractéristiques physiologiques. La masse sanguine de l'enfant, notamment du nourrisson, est assez faible, assez faible. Du coup, et puisque le scalp est très vascularisé, une petite lésion, en tout cas une plaie qui n'est pas suturée chez l'enfant peut être responsable d'une anémie et même d'un choc hémorragique chez l'enfant. Donc moi, ça me rappelle des souvenirs particulièrement douloureux un enfant qui était mis dans une ambulance et qui est arrivé ici décédé juste parce qu'il a saigné. Il n'avait rien d'autre, rien du tout. Juste parce qu'ils n'ont pas suturé la plaie, ils ont juste mis un pansement. Voilà, ça a continué à saigner dans l'ambulance. Et quand il est arrivé, il était blanc, complètement vidé de son sang. Pour dire qu'il faut vraiment faire attention à ça. Avant d'envoyer ses enfants, vérifier qu'il n'y a pas de perte sanguine active. Et auquel cas, il faut suturer. Je pense que suturer une plaie ne demande pas des capacités chirurgicales extraordinaires. Un médecin doit pouvoir suturer une plaie. Que vous soyez pédiatre, que vous soyez médecin généraliste, suturer une plaie, c'est un acte médical, c'est limite même pas chirurgical. Donc, c'est très important avant de référer ces enfants, de vérifier qu'il n'y a pas une perte sanguine active. La troisième particularité, c'est lié, comme je le disais au début, aux conséquences à long terme, qui sont une variable qui, en tout cas chez nous, complètement inconnue, puisque ces enfants, une fois qu'on les a vus, qui sortent de leur trauma, malheureusement, ils ne reviennent quasiment jamais à l'hôpital pour ça. Et ça peut expliquer en tout cas des parcours scolaires difficiles et auxquels on ne rattache pas forcément le traumatisme, puisqu'on le sait, les traumatismes dans l'enfance peuvent entraîner des atrophies cortico-sous-corticales secondaires. Mais lorsque ces enfants ne sont pas suivis régulièrement, c'est difficile de le rattacher à un trauma qui s'est passé il y a peut-être 10 ou 15 ans. Donc, c'est important d'essayer d'avoir un suivi beaucoup plus strict, plus cohérent de ces enfants pour essayer de voir à l'avenir qu'est-ce que ces traumatismes, disons, pas les peu de traumatismes bénins, mais les traumatismes quand même relativement modérés ou graves, peuvent entraîner sur le développement psycho-intellectuel de ces gamins-là. Maintenant, pour la physiopathologie proprement dite de ces traumatismes chez l'enfant, elle découle directement de caractères généraux qui sont voilà, les mêmes que chez les adultes, mais également des particularités de l'enfant. Globalement, dans un traumatisme, il y a deux types de lésions. Il y a ce qu'on appelle ce que je disais, c'est un film. Il y a des lésions primaires et des lésions secondaires. Ce sont ces lésions primaires qui vont évoluer vers des lésions secondaires.
Les lésions primaires, c'est toutes les lésions qui sont liées au choc initial ou en tout cas à l'action initiale. Donc, c'est souvent des fractures, ça peut être des petites contusions, mais les hématomes qui peuvent se développer secondairement restent des lésions secondaires. Les gonflements cérébraux qui peuvent se développer secondairement restent des lésions secondaires. Maintenant, ce qu'il faut, c'est limiter en tout cas la gravité de ces lésions secondaires. C'est là toute l'importance de la surveillance initiale. Si vous avez un malade qui fait une petite fracture et qui est surveillé à l'hôpital, il y a des chances que la constitution de la lésion secondaire se fasse en direct. Du coup, les médecins vont s'en rendre compte et on peut agir. Si ces enfants viennent parce qu'ils ont juste une lésion primaire qui n'est pas grave, mais qu'on les laisse rentrer à la maison, et secondairement, ils développent une lésion secondaire, le temps qu'ils arrivent à l'hôpital, ils peuvent engager. Donc, c'est très important, en fonction des mécanismes lésionnels, d'identifier ces enfants à risque et de les garder à l'hôpital. Par rapport aux aides de lésions primaires, c'est similaire, mais pour les enfants, globalement, il faut retenir que les enfants qui sont plutôt jeunes, de 0 à 5 ans, font beaucoup plus de lésions globales, c'est-à-dire ce qu'on appelle des œdèmes cérébraux. Ils font également ce qu'on appelle des lésions axonales diffuses. Alors que les grands enfants, ils se comportent, le mécanisme lésionnel se comporte plutôt comme ceux de l'adulte. Ils font beaucoup plus de lésions focales, des hématomes, des contusions. Voilà. La compréhension de cette physiopathologie aide beaucoup à identifier les enfants à risque et d'éviter la constitution de lésions secondairement graves.